Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La cérémonie de sacrifice du 40e jour du rappel à Dieu de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, s'est tenue aujourd'hui à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le chef de l'État était représenté par le vice-président Témoko Mélié-Koné. Amadou Soumaoro nous a quittés le 7 mai dernier. Le gouvernement veut assurer une meilleure gestion des ressources humaines civiles de l'État. Le ministère de la fonction publique envisage de mettre en adéquation les ressources humaines actuelles de chaque structure avec leurs besoins futurs en personnel en rapport avec les capacités financières de l'État. Et nous irons à la découverte d'une ville symbole de l'islam où les pèlerins ivoiriens ont marqué une escale spirituelle de 3 jours. C'est la ville de Médine en Arabie Saoudite qui a accueilli ce dimanche le 8e vol charter des candidats ivoiriens au pèlerinage musulman. Nos reporters nous feront découvrir des sites symboliques. Des milliers de personnes ont manifesté hier à Kinshasa pour soutenir les forces armées aux prises avec les rebelles du M23 accusés d'être soutenus par le Rwanda. La marche a été organisée par les mouvements citoyens congolais qui sont opposés au déploiement imminent d'une force régionale. Soyez les bienvenus sur RTI1. Cela fait plus d'un mois qu'il nous a quittés. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a tiré sa révérence le 7 mai dernier. Ce dimanche donc s'est tenue en sa mémoire la cérémonie de sacrifice du 40e jour à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le chef de l'État était représenté par le vice-président Témoko Mélié-Koné. Le reportage d'Abdoulaye Koné. Le temps pluvieux n'a pas dissuadé les intimes, les amis et les proches d'Amadou Soumaoro. À la grande mosquée de la Riviera Golf, ils sont venus en nombre et en qualité pour prendre part à la cérémonie du 40e jour de son rappel à Allah. Lecture intégrale du Saint-Coran, témoignages et dons ont rythmé ce qui représente la dernière cérémonie officielle du voyage vers Allah de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Le président de la République voudrait tout d'abord personnellement s'incliner sur la mémoire de son frère disparu. Il réitère ses condoléances à la veuve, aux enfants, à la famille Soumaoro, à toutes les familles qui, à Séguéla, dans le Ourodougou, sont avec les familles Soumaoro. Le président termine par ses salutations fraternelles à tous ceux qui ont daigné se déplacer ce jour pour venir honorer la mémoire de son frère Amadou Soumaoro. L'admiration et la gratitude étant des sentiments les plus nobles qu'il soit donné à l'homme d'éprouver, la grande famille Soumaoro n'a pas manqué de remercier les différents donateurs, avec en tête le chef de l'État. Monsieur le vice-président de la République, au nom de la grande famille Soumaoro de Séguéla, de la famille de notre regretté Amadou Soumaoro, des familles alliées, des veuves et des enfants d'Amadou Soumaoro, j'ai la lourde charge d'exprimer de la façon la plus sincère et de la façon la plus déférente notre infinie gratitude, notre reconnaissance et nos remerciements. D'abord à Monsieur le Président de la République et à Madame la Première Dame, pour tout ce que Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a fait pour Amadou Soumaoro, en faisant de lui, de son vivant, une figure nationale et mondiale, en l'accompagnant dans sa lutte contre la maladie et pour sa compassion, son empathie, bref, pour son amour familial et fraternel, quand le Tout-Puissant a décidé de le rappeler à lui. La bénédiction finale, qui marque le départ définitif de l'âme du serviteur d'Allah vers son Créateur, a été confiée à l'imam Fodé Doumbia du Kozim. Un rituel de bénédiction qui s'est refermé avec des prières pour le président de la République Alassane Ouattara, afin qu'il soit guidé par le Très-Haut et le tout miséricordieux dans la conduite des affaires de l'État.
Et plus d'un mois après son décès, on ne l'oublie pas. Quelques personnalités présentes se sont exprimées au micro de notre reporter Abdoulaye Koné après cette cérémonie de 40e jour. Nous les écoutons. Nous sommes très émus en tant que députés de savoir que, effectivement, notre président est parti et il est parti définitivement. Et donc, vraiment, c'est un moment de tristesse, mais que nous acceptons. Parce que Dieu a donné, Dieu a repris. Je suis admirablement et particulièrement satisfait de toute l'assistance dont nous avons bénéficié dans le cadre du Woroba, notamment du chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort pour se tenir à nos côtés, à toutes les institutions de la République, à l'ensemble des députés, toutes tendances confondues. Et je voudrais quand même exprimer toute ma reconnaissance et toute la reconnaissance de tout le district de Woroba à l'égard de cette dynamique population qui nous a accompagnés au cours de cette cérémonie-là. C'est une cérémonie spirituelle qui a été honorée par la présence du vice-président de la République et avec beaucoup de bénédictions. En ce moment-ci, ce n'est plus les pleurs, c'est plutôt qu'il faut prier pour notre défunt, pour que Dieu ait pitié de son âme. Et la Côte d'Ivoire, qui les maintenant poursuit le travail. Le gouvernement, d'ailleurs, veut assurer une meilleure gestion des ressources humaines civiles de l'État. Le ministère de la fonction publique vient donc d'organiser une conférence, 4 jours de réflexion pour des résultats précis, à savoir mettre en adéquation les ressources humaines actuelles de chaque structure avec leurs besoins futurs en personnel et en rapport avec les capacités financières de l'État, nous explique Grace Kando. Adopter des mesures pour freiner le recours massif au recrutement des contractuels et prendre en compte les besoins en personnel réels exprimés par les directeurs des ressources humaines sur la question de l'affectation des admis. Entre autres recommandations, au thème de la conférence de programmation des effectifs 2022 des fonctionnaires et agents de l'État. Au sortir de cette assise, les données recueillies seront traitées, consolidées en lien avec la Direction générale du budget et des finances, les données que vous avez validées, qui seront transcrites dans le catalogue des mesures nouvelles 2023. La rencontre a réuni pendant 4 jours gestionnaires des ressources humaines et responsables techniques de l'administration publique. Une adéquation entre les besoins et les effectifs mis à la disposition des ministères. Ce type de collaboration permet effectivement de gérer de façon rationnelle, rigoureuse et efficiente les ressources mises à nos dispositions. La mise en place d'une administration publique moderne, efficace et performante, c'est ce à quoi aspire le ministère de la fonction publique. La tendance actuelle devra être inversée pour favoriser l'éclosion de fonctionnaires de qualité et une prise en main rigoureuse du service public. L'organisation des conférences de programmation interne devra être intégrée comme une modalité pertinente de gestion optimale de nos ressources humaines. Le rapport de synthèse de la conférence de programmation des effectifs 2022 a été remis à la ministre Anne Oulouto par le directeur général de la fonction publique. Les lignes bougent également au ministère de l'enseignement technique. Des institutions de formation françaises vont aider justement le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à améliorer son dispositif de formation au profit de l'emploi des jeunes. L'école de gastronomie et de management, le Conservatoire national des arts et métiers et 5 autres partenaires vont aider à garantir la qualité et l'attractivité du dispositif de formation. Des accords ont même été signés à Paris. Hervé Blé y était pour aider. Cet accord cadre de partenariat pour une assistance technique multiforme au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Signé à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, il matérialise l'engagement d'institutions de formation françaises de renommée. Le STP s'associe avec ses partenaires CFA Bâtiments et CFA Travaux Publics, avec les écoles d'Égletons par exemple. L'idée est de déployer les centres de formation en Côte d'Ivoire
afin de former le plus de jeunes possible. Une mission à 3 volets, participer à une rénovation de l'ingénierie, donc des programmes, des référentiels sur les métiers techniques liés à la restauration, à l'hôtellerie et le tourisme, former les formateurs qui vont animer ces programmes, rénover des sites, donc des écoles existantes, pour qu'elles puissent accueillir ces étudiants. À travers ce partenariat, le CNAM va surtout former les formateurs. On va transférer en fait notre expertise, notre ingénierie pédagogique, pour qu'ensuite ce soit les formateurs de Côte d'Ivoire qui puissent former la population. La formation professionnelle et l'insertion des jeunes, une priorité pour le président Alassane Ouattara. Pour sa mise en œuvre efficiente, le ministère engage une co-construction des programmes et parcours de formation, la rénovation des plateaux techniques et des ateliers, la construction de nouveaux établissements, des actions parmi tant d'autres pour garantir la qualité et l'attractivité du dispositif de formation. Il y a déjà des ressources qu'on peut mobiliser pour accompagner ces conventions. Il va falloir maintenant, après la signature, entrer dans les détails des conventions, voir les axes prioritaires par rapport aux objectifs du plan national de développement du gouvernement pour voir ce qu'il y a à faire. Je tiens à remercier nos partenaires qui nous font confiance, mais aussi à expliquer aussi aux jeunes la détermination du président de la République de pouvoir faire de leur formation une priorité et aussi de faire en sorte que le travail soit à leur portée à partir d'une formation de très bon niveau. 3 personnalités françaises du monde de l'éducation distinguées dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Florence Darmon, ancienne proviseure du lycée Louis-le-Grand, Jacques Biot, ancien président de l'école polytechnique de Paris, et Jean Bastianelli, ancien proviseur du lycée Louis-le-Grand Paris, ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. La Côte d'Ivoire salue ainsi leur contribution remarquable à l'amélioration de la qualité et de la performance des écoles d'ingénieurs et des classes préparatoires de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et si place ici en Côte d'Ivoire, Yopougon parle autonomisation des femmes. La mairie de la commune joue un rôle clé dans cette autonomisation en procédant au financement des projets des femmes. Ces dernières ont reçu des chèques. Seulement Doni Songou, Aboussa Nogo, le reportage. Elles sont au nombre de 30. Membres de la Fédération nationale des associations féminines pour le développement et la démocratie, à recevoir des chèques d'un montant global de 3 millions de francs CFA. Je suis très émue, nous leur disons merci. Je dis merci à tout le monde, monsieur le maire, à son adjoint, à tous ceux qui sont venus. C'est grâce à eux qu'il y a eu consommateur aussi. Je vais aller vendre, je vais faire commerce. Pour une pleine participation de la femme à la vie nationale, la Fédération nationale des associations féminines pour le développement et la démocratie entend poursuivre les efforts en vue de lever toutes les barrières structurelles ou conjoncturelles qui freinent son autonomisation. Quand une femme est autonome, c'est une famille qui est autonome. C'est une nation qui est autonome. Parce que la femme, elle a la gestion de la famille. Donc quand la famille est autonome, elle arrive à gérer la famille et l'éducation des enfants. Le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, Issoufou Koulibaly, a rappelé les avancées notables enregistrées ces dernières années par la municipalité dans le domaine du financement des projets des associations féminines. Il réitère tout son soutien. Aujourd'hui, elles se sont retrouvées pour donner les premiers chèques après avoir analysé les différents projets que les bénéficiaires lui ont présentés. Et les premiers projets admis ont eu les premiers chèques aujourd'hui pour qu'elles puissent commencer réellement leur activité. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a toujours prôné la Côte d'Ivoire solidaire. C'est cela la Côte d'Ivoire solidaire que le ministre d'État Kafana met en œuvre ici au niveau de la commune de Yopougon. La Fédération nationale des associations féminines pour le développement et la démocratie en Côte d'Ivoire existe depuis mai 2021 et compte en son sein 200 associations féminines. Et on renforce la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Voyons les chiffres du jour. Ce dimanche 26 juin 2022, on dénombre en Côte d'Ivoire 50 nouveaux cas de Covid-19 sur 965 échantillons prélevés, soit 5,2% de cas positifs, 34 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 26 juin 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 83 049 cas confirmés, dont 82 036 personnes guéries, 805 décès au total et 208 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre ce virus.
Et le gouvernement ivoirien soutenu dans sa lutte contre le coronavirus par des bailleurs de fonds. Ils se sont fixés ensemble pour objectif d'atteindre 70% de couverture vaccinale sur l'ensemble du territoire. Pour s'enquérir donc du déroulement de la campagne, une délégation de la Banque asiatique d'investissement et pour les infrastructures a effectué une visite des terrains, des sites de vaccination. Leur impression après la visite est rapportée par Frédéric Olaï, Didier Nguesson. En mission de travail en Côte d'Ivoire, la délégation de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures conduite par Suzanne Shaw a effectué une visite de terrain dans plusieurs centres de vaccination. Au pas de course, le centre de vaccination du Parc des Sports de Trècheville, l'hôpital général de Koumassi et le centre mobile de vaccination stationné au marché de la dite commune. Il s'agit de s'enquérir de l'effectivité et de l'affluence liée à cette campagne de vaccination contre la COVID-19. À l'issue de la visite, la chef d'équipe du projet s'est dit rassurée du progrès de l'opération. Le projet qui a été cofinancé par la Banque asiatique n'est pas en cours d'implémentation encore. Mais ceci est rassurant de voir tous les systèmes que vous avez en place déjà depuis le premier financement. Même si les sites de vaccination sont de moins en moins fréquentés ces derniers temps, le gouvernement reste vigilant. Les autorités sanitaires ambitionnent d'ailleurs d'atteindre un taux de couverture de vaccination de 70% de la population d'ici à la fin de l'année 2022. Un objectif soutenu par la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et la Banque mondiale à travers un accompagnement de 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA. Voilà, nous sommes donc tous appelés à nous faire vacciner contre le coronavirus. Dans le magazine du dimanche au journal de 13h, Hamza Diaby a reçu Alain Kouadio, président de la Fondation Kaïda, fondation qui a mis sur pied un centre de recherche qui, en partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny, organise le colloque international sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique, une plateforme qui réunit universitaires, entrepreneurs et décideurs publics. Voyons juste un extrait de leur entretien. L'idée, c'était de réunir en 2 journées des enseignants-chercheurs qui viennent produire les résultats de leurs réflexions sur des sujets liés à l'entrepreneuriat ou liés à l'écosystème entrepreneurial. Cette année, ils ont décidé d'associer une plateforme d'entrepreneurs pour 2 raisons objectives. La première, c'est que la population que ces enseignants-chercheurs étudient, c'est bien la population des entrepreneurs. La deuxième raison objective, c'est que ce sont les entrepreneurs et nos États qui sont bénéficiaires des résultats de ces travaux. Donc c'est ainsi que cette année, nous avons co-organisé cet événement. Et les ateliers se sont penchés sur plusieurs sujets. Par exemple, un sujet qui a retenu mon attention, c'est pourquoi est-ce que dans le marché vivrier, on retrouve 60% de femmes gourous. Ouais. Par exemple. Et la réponse, c'est quoi? Très rapidement. La réponse, c'est culturelle. C'est que la jeune fille gourou, quand elle commence à arriver à la majorité, elle a la responsabilité de la famille, elle a besoin de son appartenance à la société, et son appartenance à la société se fait à travers sa position dans le commerce du vivrier. Et je vous conduis maintenant dans la région du Moronou, où les populations, à l'initiative des femmes d'Ara, ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions du développement dans leur localité. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la ministre Kandia Camara, présente à la cérémonie au nom du Premier ministre Patrick Hachi, a appelé à la paix et à la cohésion, nous rapporte Herman Niamien. La place Alassane Ouattara d'Ara bondée de monde. Les populations sont venues de toutes les localités du Moronou pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Ce rassemblement, une initiative des femmes d'Ara, est une façon pour les populations de dire merci à celui qu'elles appellent affectueusement le travailleur infatigable pour avoir changé l'image de la Côte d'Ivoire en général et de la région du Moronou en particulier. Chers parents, le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire, mais il est également la providence pour notre région, la région du Moronou. En votre nom et à mon nom personnel, je dis sincèrement dada. Pour cette cérémonie, les populations du Moronou avaient à leur côté plusieurs membres du gouvernement et d'institutions de la République,
ainsi que de plusieurs élus et cadres de la région. Les différents intervenants qui se sont succédés à la tribune ont indiqué que le président Alassane Ouattara mérite d'être célébré. Au-delà de tout ce que vous voyez comme route, au-delà de tout ce que vous voyez comme réalisation, c'est quelqu'un qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Nous devons être toujours derrière lui parce qu'il sait où il nous amène pour la prospérité. Que pouvons-nous offrir au président de la République si ce n'est ce genre de manifestation pour lui dire que nous sommes en phase avec lui, que nous apprécions hautement le travail colossal qu'il abat à la tête de notre pays. La ministre d'État Kandia Kamara, représentant du Premier ministre Patrick Achi, parrain de la cérémonie, s'est réjoui de cette reconnaissance des populations du Moroni. Oui, il a décidé de partager le bonheur avec ses concitoyens. Oui, il a décidé de faire en sorte que ses concitoyens, quel que soit l'endroit du pays où ils se trouvent, qu'ils aient le confort auquel ils ont droit, qu'ils connaissent le développement, la prospérité. Et c'est ce qui justifie tous ces grands chantiers ici. Les populations ont assuré au président de la République qu'elles seront toujours disposées à lui apporter leur soutien dans toutes ses initiatives. Et des artistes repartent à l'école. Depuis quelques semaines, le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, a initié des séances de formation au profit de ses sociétaires. Après Abobo, Koumassi, Trècheville, Makori, les artistes de Yopougon renforcent leurs capacités. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, encourage chacun à s'investir dans cette formation. Issa Tchonayo. Amener les artistes à comprendre les notions de droit d'auteur, de rémunération et de la copie privée. Le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, en a fait une priorité. Les sociétés sont donc formées à la maîtrise de ces notions. Après Abobo, Marcori, Koumassi, Yopougon n'est pas en marge de ce processus. Toutes les rencontres sont bonnes, aucune rencontre n'est de trop. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être formés. Des gens sont là, ils ne produisent rien, ils ne font rien, et ils veulent qu'on leur donne de l'argent. Mais l'argent de qui on doit vous donner? Voilà. Et donc, nous avons apprécié cette démarche-là afin de former les artistes. Pour le directeur général du Burida, cette formation est nécessaire. Qui ne se forme pas, qui n'apprend pas, régresse. Le fait de former, c'est de permettre à nos sociétaires tout d'abord de savoir réellement le métier du Burida, ses attributions, son fonctionnement, mais au-delà, de connaître eux-mêmes ce que c'est que le métier d'artiste. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, se réjouit de l'accalmie qui règne au Burida. Avant de saluer l'initiative, la Maison des artistes. Nous sommes à votre service. Nous sommes là pour que vous puissiez exercer votre talent qui est reconnu à l'intérieur du pays, à l'international, doit pouvoir être exercé dans les meilleures conditions. J'attends de vous des propositions constructives. Françoise Remac a surtout demandé aux artistes de se familiariser avec les TIC afin de mieux rentabiliser leur création et de penser à s'assurer à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, en qualité de travailleurs indépendants. Et on a célébré les papas il y a quelques jours à Bouaké, la première édition de la célébration de la fête des pères par l'ONG Okademe à l'intention de 100 septuagénaires a tenu ses promesses. Le président de cette ONG, par ailleurs conseiller spécial du Premier ministre chargé de la jeunesse, a offert de nombreux présents, nous rapporte Soro Corona. Plus de 100 septuagénaires des quartiers des différentes régions du pays résidant à Bouaké ont connu la joie de la célébration de la fête dédiée aux pères. Une célébration pour traduire la gratitude d'un fils à ses pères. Nous sommes d'accord que la clé de notre paradis est au bas du pied de la mer. Mais le père reste indéniablement l'une des entités les plus importantes de l'humanité. Parce que c'est le père qui nous encadre. Nous sommes tous devenus des hommes grâce à nos pères. Une communication sur la puissance des bénédictions d'un père à sa progéniture est prononcée. À travers lui, la maman a acquis les bénédictions. Et ces bénédictions se transmettent aux enfants. Et les enfants deviennent des enfants sérieux, des enfants qui réussissent. Les pères célébrés ont traduit leur gratitude à leurs fils
On dit merci à Touré Souleymane de nous avoir invités à cette fête des pères, ce qui n'a jamais été. On le dit, souvent on oublie. On ne nous a jamais célébré de cette façon-là. Comme il est un grand initiateur de bonnes choses, on n'a pas été surpris. La première édition de la Fête des Pères de l'ONG Okademe est parrainée par le Premier ministre Achille Patrick et le ministre des Transports Amadou Kone. Et vive la deuxième édition de la Fête des Pères du côté de Bouaké. Médine, en Arabie Saoudite, a accueilli ce dimanche le 8e vol charter de candidats ivoiriens au pèlerinage musulman. Comme tous les autres convois précédents, ces croyants vont marquer une escale spirituelle de 3 jours dans la deuxième ville du pays. Ils prieront dans la mosquée du prophète Mohammed et visiteront d'autres lieux saints et sites symboliques. Nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Mahama Traoré et Abdulaziz, nous font découvrir cette ville symbole de l'islam, Médine. L'islam est né à la Mecque, mais Médine est, de l'avis de nombreux savants, la ville de cœur du prophète Mohammed, le guide des musulmans. En 622, sous l'injonction divine, c'est ici que le dernier messager de Dieu et ses compagnons ont trouvé l'hospitalité, alors qu'ils fuyaient la persécution des non-convertis de la Mecque. La ville devint alors le bastion de l'islam. Depuis cette sainteté, Allah confia à son messager les piliers consacrant la pratique de l'islam. Mohammed et ses compagnons y fondent aussi la première mosquée du monde, appelée la mosquée de Kouba. Mosquée Kouba, dont la visite est recommandée, fortement recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il fait des rakats qui ont des valeurs, je dirais, mais des umrah. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors s'est déplacé, surtout les samedis, pour aller faire des rakats dans cette grande mosquée. Et faire également une prière obligatoire dans la grande mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut à 1000 prières dans n'importe quelle autre mosquée à travers le monde. Au fil des siècles, la cité où repose le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons s'est aussi modernisée. Mais les vestiges appartenant à l'histoire de la religion musulmane ont été préservés, comme ce site abritant le complexe des 7 mosquées. Plus loin, on trouve la mosquée dite des 2 directions, là où Mohammed a reçu l'ordre divin d'orienter la prière en direction de la Mecque et non de Jérusalem. À la périphérie de Médine, le cimetière de la bataille du mont Uhud attire des visiteurs du monde entier venus prier pour les compagnons martyrs du prophète de l'islam tombés lors de la dite bataille. Ça augmente ma foi. Bon, ce que je ne connaissais pas, je suis venu connaître tout. Je remercie le bon Dieu. Avant, on attendait ces histoires et aujourd'hui, on le vit. Et c'est une autre émotion par rapport à tout ce qu'on savait avant. Et ça fait plaisir de se trouver là, sur la terre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la fois chargé de symboles et d'histoire, Médine, deuxième lieu saint de l'islam, aussi appelé la ville lumière, n'a pas encore fini de charmer ses nombreux visiteurs. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le tour du monde en 7 jours est signé Abou Sanogo. Le chef du parquet fédéral belge a restitué à Bruxelles à la famille de Patrick Lumumba un coffret contenant une dent du héros congolais assassiné en 1961. La dent avait été saisie par la justice belge en 2016 chez la fille d'un policier belge ayant participé à la disparition du corps de Patrick Emerick Lumumba, exécuté le 17 janvier 1961. Un conseil supérieur de la défense nationale s'est tenu à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, sous la présidence du président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Le pays décide de la création de 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite, dans le nord du Burkina Faso pour lutter contre les violences djihadistes meurtrières. Des opérations d'envergure seront conduites et des menaces de sanctions contre les forces de défense et de sécurité et volontaires coupables d'exactions contre les populations civiles. Plus d'1 millier de personnes trouvent la mort dans un tremblement de terre survenu dans la nuit de mardi à mercredi dans le sud-est de l'Afghanistan. Ce séisme a fait plus de 1000 morts, 3000 blessés et des milliers de sans-abri.
C'est l'un des pires massacres connus au Mali. 132 civils ont été tués dans le centre du pays par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Des dizaines de Maliens ont manifesté à Bankas, dans le centre du pays, pour réclamer la protection de l'État après le massacre. Les dirigeants des 54 pays du Commonwealth se sont réunis ce vendredi au Rwanda à un moment où l'avenir de l'organisation dirigée par Elisabeth II est questionné et en pleine polémique sur le projet britannique d'expulsion vers le pays d'Afrique de l'Est. Ce sommet, initialement prévu en juin 2020, avait été reporté en raison de la pandémie à Covid-19. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Kinshasa pour soutenir les forces armées aux prises avec les rebelles du M23 accusés d'être soutenus par le Rwanda. La marche a été organisée par les mouvements citoyens congolais qui sont opposés au déploiement imminent d'une force régionale. À la suite d'une frappe russe sur un complexe résidentiel proche de Kiev, l'Ukraine a réclamé dimanche plus d'armes et de sanctions contre Moscou au pays du G7, réunis en sommet en Bavière, en Allemagne. Voilà, ainsi va le monde. Fin de ce 20h supervisé par Jean-Jacques Kwame, Issa Tchonayo. Merci à la réalisation pilotée par Mariette Alangwa et toute son équipe là-haut. Merci à toutes les équipes techniques, surtout à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Koné. Bonne reprise du travail demain lundi. N'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.